Merci beaucoup, docteur Bensaïn. C'est toujours un plaisir de vous voir toujours aussi jeune et de vous voir toujours aussi nombreux, presque aussi nombreux qu'à la Porte Maillot, comme l'a dit le docteur Bensaïn. Un tout petit peu moins, mais on n'est pas très loin. Donc, le premier cas clinique, comme on est assez peu nombreux, on va pouvoir faire ça sous forme d'atelier. Donc, vous allez travailler un cas clinique, un nouveau-né de 3 semaines, qui est exclusivement allaité depuis la naissance, est amené pour des rectoragies. C'est quelque chose qu'on voit souvent et que les pédiatres de ville voient un peu moins souvent, mais vous devrez sûrement voir ça un jour dans votre carrière si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est un enfant qui a des filets de sang rouge dans presque chaque selle, et l'examen est normal. Un enfant qui va parfaitement bien, il a pris une prise de poids parfaite de 30 grammes par jour, et on retrouve une allergie aux protéines du lait de vache chez le père lorsqu'il était nourrisson. Alors, la première question, quelle cause non spécifique au mode d'alimentation, c'est-à-dire qu'on aurait recherché les mêmes causes s'ils n'avaient pas été allaités, éliminez-vous de principe dans un premier temps. Rapidement. Pardon? Non, justement, quel que soit le mode d'alimentation. Bon, pendant que vous réfléchissez. Alors, voilà ce qu'il faut d'abord éliminer. Tout d'abord, c'est la fissure anale. Donc, il faut toujours examiner l'anus d'un nouveau-né qui a des rectoragies. Mais il faut savoir que c'est rare, hein, parce que les selles des nouveau-nés sont souvent assez liquides. Et les plis radiés sont parfois très profonds. Donc, il ne faut pas confondre une fissure anale avec des plis radiés. Pour voir si c'est une fissure anale, ce que je vous conseille de faire, surtout quand l'enfant a saigné, avec des gants, vous frottez la fissure. Et si c'est une fissure fraîche, elle va saigner. Donc, dans toutes les fissures, faites ça. Parce que souvent, vous savez que les fissures, ça se cicatrise en 24 heures. Donc, sauf quand vous voyez l'enfant dans les 24 heures, ce qui est assez rare, vous écartez bien la marge anale et vous frottez avec le doigt. Et si c'est une fissure anale, vous allez voir, ça va saigner. La deuxième chose de principe, une entérocolite ulcéro-nécrosante. Alors vous savez que devant une entérocolite ulcéro-nécrosante du nouveau-né à terme, ce qui est son cas, il faut éliminer 2 diagnostics, l'allergie aux protéines du lait de vache, cet enfant est exclusivement allaité, et la maladie de Hirschsprung. Enfin, de principe, mais c'est bien sûr pas du tout le tableau, un volvulus du grêle, où là ce sont des enfants qui vont très très mal. Donc ce qui n'est pas le cas du tout de cet enfant. Alors dernier point, quand faire une coproculture? Eh bien, il ne faut surtout pas faire systématiquement de coproculture devant une rectoragie du nouveau-né qui va bien. Pour faire une coproculture, il faut 3 éléments. Une diarrhée. Alors, c'est souvent difficile chez les enfants allaités, mais c'est une modification de la fréquence des selles, parce que vous savez qu'elles peuvent être liquides. Un contexte infectieux, un comptage par exemple bactériologique, un contexte infectieux, c'est-à-dire la fièvre, même si chez le nouveau-né, ce n'est pas toujours très présent, ou une altération de l'état général, ou un comptage familial. Alors chez cet enfant, toutes ces causes ayant été éliminées, maintenant, quelle cause spécifique à l'allaitement exclusif vous allez rechercher? Donc vous en avez déjà donné une, c'est la crevasse. Donc on regarde les seins de la mère pour voir si elle n'a pas des crevasses. Et la deuxième chose, il faut s'assurer que l'enfant a bien reçu la vitamine K. 3-4 semaines, c'est là où ils peuvent saigner. Donc je rappelle les recommandations françaises, je suppose que ça ne doit pas être loin ici. 2 mg à la naissance, 2 mg entre le 4e et le 7e jour de vie, et 2 mg au premier mois de vie, tant que l'enfant n'est pas allaité. C'est-à-dire que tant que l'enfant est allaité, si on a une introduction de lait infantile avant l'âge d'1 mois, ce n'est pas la peine de donner de la vitamine K. Il y a très peu de vitamine K dans le lait de mère, il y en a beaucoup dans les laits infantiles. Alors, vous avez examiné la maman, elle n'a pas de crevasse. La vitamine K a bien été administrée à l'enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous rappelle, hein, c'est un enfant qui saigne. Vous ne savez pas? Exactement, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un enfant qui va très très bien, et donc il faut attendre au moins 4 jours. Si l'enfant va très bien, vous pouvez même attendre davantage. Si les rectoragies disparaissent spontanément en moins de 4 jours, ce n'est pas si fréquent que ça, mais ça peut se voir, on parle de colite néonatale transitoire.
vous voyez, ça peut mettre jusqu'à 15 jours à disparaître. Alors, on ne sait pas ce que c'est. C'est simplement une définition clinique, on va dire. C'est un enfant qui va très très bien, qui a des rectorragies, qui disparaissent spontanément. On ne connaît pas la physiopathologie, mais il pourrait s'agir d'une allergie via les protéines que la mère ingère et qui passent dans son lait, une allergie qui disparaîtrait spontanément et très rapidement. En tout cas, c'est un tableau assez typique. Et c'est assez étrange parce que si on prend d'autres, on peut voir ça chez des enfants qui ne sont pas allaités, qui sont donc au lait infantile, et lorsqu'on fait des comparaisons entre une colite néonatale transitoire et une authentique allergie aux protéines du lait de vache de résolution, qui serait donc spontanée et précoce, on n'a aucun élément de distinction. L'hyperéosinophilie est présente dans les deux cas, l'aspect macroscopique à l'endoscopie et les résultats histologiques sont identiques. C'est pour ça qu'on peut imaginer que dans ces rectorragies qui régressent spontanément et rapidement, on est devant une situation d'allergie, alors aux protéines du lait de vache ou ailleurs, parce qu'il peut y avoir d'autres protéines qui passent dans le lait de mère, qui se résoudraient spontanément chez un enfant qui va encore très bien. Alors, vous avez attendu 4 jours, vous avez fait ce qu'il fallait, mais les rectorragies persistent. Donc, vous avez dit à la maman, bah, revenez voir dans 4 jours. 4 jours plus tard, la maman revient, elle dit, écoutez, j'ai toujours des selles dans quasiment tout, du sang dans quasiment toutes les selles. Elles ne sont pas plus abondantes, c'est des filets de sang. Qu'est-ce que vous faites? À 9 h, on a du mal à être réveillé, peut-être. Hein. Alors, il faut savoir que, je vous ai parlé des exclusions alimentaires possibles en raison de passage de protéines dans le lait de mère. Voilà un vieux travail, qui est d'ailleurs assez discuté, mais il n'y en a pas de mieux fait, avec presque 100 nourrissons, exclusivement allaités avec des rectorragies. Et bon, ces enfants ont une rectosigmoïdoscopie qu'il ne faut pas faire, mais les auteurs donc, ont suggéré à la maman d'éliminer des protéines alimentaires. Vous avez la liste ici, protéines du lait de vache, œufs, maïs, soja. Et vous voyez que dans 2 tiers des cas, l'élimination des protéines du lait de vache chez la mère permet la disparition des rectorragies. Et dans 20% des cas, c'est l'œuf. Après, ça devient beaucoup plus anecdotique. Et en tout, dans 88% des cas, parce que vous voyez que ce n'est pas identifié dans 12%, dans 88% des cas, l'exclusion d'une protéine alimentaire a permis la disparition des rectorragies, ce qui étaye l'idée selon laquelle il pourrait y avoir un passage de peptides dans le lait de mère et qui serait responsable d'allergies. Alors, ces rectorragies au lait de mère, ou ces proctocolites au lait de mère, sont plus fréquentes chez les enfants allaités que chez les enfants qui ne sont pas allaités, qui reçoivent des protéines du lait de vache. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'allergènes potentiels chez les enfants allaités. Toutes les protéines qu'ingère la mère, des gros peptides, passent dans le lait de mère, alors que quand ils ne sont pas allaités et qu'ils reçoivent un lait infantile, il n'y a qu'un seul type de protéines, les protéines du lait de vache. Et on se demande même si le fait que ça soit très très précoce, ça ne favoriserait pas une acquisition rapide de la tolérance alimentaire, et donc ce qui expliquerait, dans certains cas, la disparition rapide des rectorragies. Mais la deuxième explication, parce qu'on n'a pas toujours, vous avez vu, une explication allergologique, et cette explication me paraît assez solide. Dans le lait de mère, comme vous le savez, il y a des facteurs de croissance, dont le TGF-bêta, et ces facteurs de croissance stimulent le développement des follicules lymphoïdes intestinaux. Quand on fait une rectosigmoïdoscopie, on retrouve parfois des follicules lymphoïdes, une hyperplasie lymphoïde qu'on voit très bien en endoscopie. Et cette hyperplasie lymphoïde est extrêmement vascularisée. Et donc, on pourrait imaginer que cette hypervascularisation favorise l'apparition de rectorragie. Mais encore une fois, les aspects endoscopiques et histologiques ne peuvent pas distinguer les différents types de proctocolites à cet âge, des proctocolites au lait de mère, des proctocolites allergiques aux protéines du lait de vache, et c'est ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, les colites néonatales transitoires. Alors on va continuer notre organigramme, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, au tableau ça passe bien. Donc, vous voyez, à droite, ou à gauche, à droite pour vous,
on a éliminé. Ensuite, on a attendu la disparition spontanée des 4 jours. Si c'est le cas, c'est une colite néonatale transitoire. Si ça persiste, eh bien, on va exclure les protéines du lait de vache chez la mère. N'oubliez pas de supplémenter en calcium. Alors, vous savez que la nature est bien faite. Les besoins en calcium d'une mère allaitante sont les mêmes que les besoins en calcium d'une femme. Parce que durant l'allaitement, l'absorption du calcium est augmentée. Agnès n'est pas là, mais elle le confirmerait. L'absorption du calcium est augmentée et c'est pour ça que, et la réabsorption aussi au niveau urinaire, ce qui fait que la mère allaitante n'a pas plus de besoin de calcium qu'une mère non allaitante. Je vous rappelle, c'est 900 mg par jour. Donc, par principe, pour être propre, on va supplémenter la mère en calcium. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a exclu les protéines du lait de vache. Plusieurs situations. La première, donc vous avez prescrit l'exclusion des protéines du lait de vache chez la mère, et après une semaine d'exclusion des protéines du lait de vache, parfois c'est au bout de quelques jours, les rectorragies ont disparu. Donc une très bonne coïncidence. Donc est-ce que vous réintroduisez les protéines du lait de vache chez la mère, en sachant que ça risque de faire revenir les rectorragies, et si oui, quand? Donc est-ce que vous réintroduisez ou vous dites maintenant on s'en est sorti, on va attendre tranquillement la fin de l'allaitement? Qui réintroduirait? Qui attendrait? Ah ben, on verra quand. Si oui, quand? Alors, voyez, on continue l'organigramme. Il faut absolument réintroduire les protéines du lait de vache chez la mère 2 à 4 semaines plus tard. Alors 4 semaines, comme ça fait bien. Alors vous allez me dire, pourquoi prendre un risque? Tout simplement parce que dans plus de 2 tiers des cas, les rectorragies ne vont pas récidiver. Donc autant ne pas... Parce qu'un régime sans protéines du lait de vache, c'est-à-dire un régime sans produits laitiers, c'est pas facile. Donc autant ne pas embêter la maman. Encore une fois, dans 2 tiers des cas, les rectorragies ne vont pas récidiver. Donc c'est bête. Si la mère veut allaiter 6 mois, c'est bête de lui exclure les protéines du lait de vache pendant 6 mois. On va réintroduire, mais ça va être un test diagnostique. Si les rectorragies récidivent, parce que ça veut dire dans 1 tiers des cas, les rectorragies vont récidiver, cette fois, on va définitivement exclure les protéines du lait de vache de l'alimentation de la mère. Et lorsque la mère aura décidé le sevrage se fera avec un hydrolysa poussé de protéines du lait de vache. Donc, lors de la réintroduction des protéines du lait de vache chez la mère, les rectorragies ont récidivé. L'exclusion des protéines du lait de vache est poursuivie par la mère jusqu'au sevrage qu'elle décide de faire à l'âge de 4 mois. Donc, comme je viens de vous le dire, ce sevrage est réalisé avec un hydrolysa extensif de protéines du lait de vache parce que l'enfant est potentiellement allergique. Alors, le sevrage vient d'être fait, vous avez utilisé un hydrolysa extensif de protéines du lait de vache. Quand est-ce que vous allez réintroduire les protéines du lait de vache? Chez l'enfant, cette fois. Toujours la même chose, hein. 2 à 4 semaines plus tard. Je vous rappelle que dans ces formes non IgE médiées, les réintroductions doivent se faire très rapidement. On voit beaucoup trop d'enfants, et on comprend, hein, parce que les rectorragies ont disparu, donc les parents sont rassurés, et vous allez leur dire, ben, on va réintroduire les protéines du lait de vache, alors que là, dans cette situation-là, les rectorragies ont disparu après exclusion des protéines du lait de vache chez la mère. Vous avez dit à la mère que c'était une allergie aux protéines du lait de vache. Vous avez réintroduit et les rectorragies ont récidivé, donc le lien entre les protéines du lait de vache et les rectorragies sont très clairs pour la maman. Donc vous allez sevrer l'enfant avec un hydrolysa extensif, et là, il ne faut pas vous dégonfler, j'allais dire, 2 à 4 semaines plus tard, il faut réintroduire les protéines du lait de vache, parce qu'on voit beaucoup trop d'enfants qui sont sous des régimes sans protéines du lait de vache inutilement. Dans plus de 3/4 des cas, l'enfant tolérera les protéines du lait de vache. Donc autant ne pas attendre. Ça, c'était la première situation. Et pour terminer la deuxième situation, donc vous avez prescrit une exclusion des protéines du lait de vache chez la mère, mais après 15 jours de régime sans protéines du lait de vache strict chez la mère, vous savez qu'elle le fait bien, l'enfant a toujours des rectorragies, toujours sous forme de filets de sang. L'état général et la croissance pondérale sont toujours parfaitement conservés, donc les parents sont inquiets parce que ça fait maintenant presque 3 semaines qu'il saigne tous les jours. Donc on fait une hémoglobine. L'hémoglobine n'a pas bougé, l'enfant n'est toujours pas anémique. Qu'est-ce que vous faites? Donc l'enfant a des rectorragies, vous avez exclu les protéines du lait de vache, ça n'a pas marché, l'enfant saigne, qu'est-ce que vous faites? Vous dites d'arrêter l'allaitement? Alors surtout pas.
D'abord, vous n'oubliez pas de réintroduire les protéinés de vache chez la mère. Nous, on en a régulièrement dans le service où les pédiatres qui l'ont vu en ville ont exclu les protéinés de vache. L'enfant vient dans le service, donc par définition, il saigne toujours, sinon il serait resté chez lui. Et personne n'a dit à la maman de reprendre les protéinés de vache. Si au bout de 15 jours, l'exclusion des protéinés de vache n'a pas été efficace, eh bien, on réintroduit les protéinés de vache chez la mère. Ce n'est pas la peine de l'embêter. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans quelques pourcentages de cas, il y avait l'exclusion de l'œuf qui permettait la disparition des rectorragies. Alors, certains excluent l'œuf, personnellement, je ne le fais pas. Mais si vraiment vous êtes devant une famille très très inquiète, essayez l'exclusion de l'œuf. Ça marche beaucoup moins souvent que l'exclusion des protéines de vache. Mais évitez, comme je le vois parfois, des exclusions multiples, avec des mamans qui ne mangent plus rien et qui risquent d'être en déficit nutritionnel. Donc là, votre travail, ça va être simple, ça va être de rassurer la maman, et ça va être un challenge, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire tenir l'allaitement le plus longtemps possible alors que l'enfant va saigner tous les jours. Donc si vous êtes très convaincant, vous allez réussir à faire des allaitements prolongés avec des enfants qui saignent tous les jours. Donc c'est ce qu'on fait ici. On rassure les parents et on encourage à poursuivre l'allaitement le plus longtemps possible. D'ailleurs, au cours, c'est une histoire vraie, hein, c'était mon record, mais je l'ai battu depuis, mais je vais vous dire, c'était une autre situation. Donc, on a fait un contrôle de l'hémoglobine. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il est à 12,6 l'hémoglobine. Donc, 2 mois plus tard, elle est à 13,1. Il saigne tous les jours, l'enfant. Hein. L'enfant saigne tous les jours, dans chaque selle, et l'hémoglobine ne baisse pas. C'est pour vous dire que c'est des saignements microscopiques qui n'ont absolument aucune importance. Il n'y a même pas besoin de supplémenter en fer, alors que je vous rappelle qu'il n'y a pas de fer dans le lait de mère, ou quasiment pas. Et donc, c'était mon record précédent, 6 mois. La maman a allaité 6 mois, l'enfant a saigné tous les jours. Tous les jours, il a saigné. La croissance était parfaite. Et donc, la mère souhaite arrêter l'allaitement. Et avec quoi vous allez le sevrer? Non, pas d'hydrolysat cette fois, puisque les protéines du lait de vache n'ont pas... l'exclusion des protéines du lait de vache n'a pas marché. Donc, vous allez le sevrer avec un lait normal, et c'est une histoire vraie, encore une fois, c'est 4 jours après, ça faisait 6 mois qu'il saignait tous les jours. Hein. 4 jours après l'arrêt de l'allaitement, les rectorragies ont définitivement disparu. Et je l'ai suivi quand même pendant quelques mois, ils n'ont jamais récidivé, et l'enfant va très très bien. Donc c'est une situation pas extrêmement fréquente, mais c'est une situation qu'il faut connaître, et avec le challenge. Alors depuis, j'ai battu mon record, depuis cette histoire, mais ça ne s'est pas bien terminé, puisque j'ai réussi pendant 17 mois. Une maman qui a allaité pendant 17 mois chez un enfant qui saignait tous les jours. C'est pas mal, hein, sans se déglobuliser. Le problème, c'est que quand on l'a sevré, comme il n'avait pas été en contact pendant 17 mois avec les protéines du lait de vache, une semaine après, moi je l'ai vu 4 jours après, ou 5 jours après le sevrage total, il ne saignait plus. Alors que ça faisait 17 mois qu'il saignait tous les jours. Et puis la mère m'a rappelé une dizaine de jours plus tard, où là c'était une colite extrêmement importante, et il a développé une authentique allergie aux protéines du lait de vache. Donc c'est pour ça que je ne m'en vante pas beaucoup, puisque ça a été une exclusion très très longue, hein, 17 mois d'exclusion des protéines du lait de vache, pas chez la mère, hein, parce que l'enfant était allaité, mais il a développé une allergie aux protéines du lait de vache, donc qui a diminué. Donc voilà l'organigramme, donc c'était un pas à pas de la Société française de pédiatrie, enfin approuvé par la Société française de pédiatrie et le groupe francophone de gastroentérologie et nutrition pédiatrique. Et vous avez la totalité du pas à pas, mais qu'on a démembré point par point. Voilà, je vous remercie.